Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de notre série Le théâtre mode d'emploi. Aujourd'hui, je vais vous parler encore du fonctionnement de la représentation théâtrale. Vous vous souvenez que dans l'épisode numéro 2, je vous ai montré un schéma pour tenter justement de comprendre ce fonctionnement, un schéma dont je vous disais qu'il fonctionnait assez bien tant que les acteurs et les actrices jouent à être des personnages sur la scène, tant que justement le théâtre souscrit à une activité mimétique. Mais à partir du XXe siècle, des nouvelles formes émergent. Des nouvelles formes qui s'apparentent plus à la performance qu'à des pièces de théâtre au sens traditionnel du terme. Et au fond, ces nouvelles formes, on verra qu'elles cherchent à contourner la fiction pour produire quelque chose qui ressemblerait à une irruption du réel. Alors, pour éclaircir un petit peu les choses, je voudrais vous donner deux exemples qui sont assez extrêmes, mais qui, justement, parce qu'ils sont extrêmes, je crois, permettent de mieux saisir l'enjeu. Le premier exemple est tiré de Inferno de Romeo Castellucci. Dans ce spectacle, Romeo Castellucci en personne est à un moment donné sur le plateau et il se bat avec des chiens de combat très agressifs. Le second exemple est tiré d'un spectacle de Angelica Lidl qui s'appelle La Maison de la Force. Et dans ce spectacle, à certains moments, Angelica Lidl se scarifie légèrement, mais se scarifie et fait couler son sang. Ce que produisent ces formes, et dans ces deux exemples, ce qui se passe, c'est justement ce surgissement du réel qui produit une sorte d'événement plutôt qu'une imitation d'une réalité extérieure, une sorte de pure présence, une pure présence corporelle qui, au fond, ne signifie presque rien d'autre que ce qu'elle est en train d'accomplir dans le moment présent. Dans ces exemples, Romeo Castellucci et Angelica Lidl ne sont pas des acteurs en train de jouer un rôle. Ils n'accomplissent pas ces actions en tant que personnages, ils ne sont pas en train d'imiter les actions qu'ils sont en train de faire, ils les font pour de vrai, on pourrait dire, et ils éprouvent de ce fait leur propre corps, leur corps non pas de personnage, mais leur corps de personne. Et en faisant cela, ils produisent justement cette irruption de réel, d'un réel qui se présente comme une expérience plutôt que comme l'imitation d'une réalité. Alors même en dehors de ces exemples un peu extrêmes, l'apparition de la performance a eu comme effet de bouleverser la frontière entre le réel et la fiction. Un autre exemple pourrait être celui d'une performeuse, on peut même pas parler d'une actrice dans ce cas-là, d'une performeuse qui arriverait sur le plateau et qui s'adresse à nous, spectateurs, en son nom propre, c'est-à-dire elle dirait « Bonsoir, je m'appelle Viviane ». Nous savons que dans la vraie vie, elle s'appelle vraiment Viviane. Et elle nous propose de partager une expérience plutôt que de nous interpréter un rôle. Et puis, par ailleurs, le théâtre a depuis longtemps aussi déserté les lieux dévolus traditionnellement au théâtre pour investir d'autres types d'espaces dans lesquels parfois, il n'y a pas de délimitation entre le public et les acteurs, donc où tout le monde est mélangé, et où parfois même les rôles sont intervertis lorsque les performeurs demandent aux spectateurs de participer activement. Et tout cela contribue justement à brouiller cette frontière entre la réalité et la fiction. En fait, on pourrait dire que dans ce type de forme, l'espace de la représentation fait place à un espace de la présentation, dans lequel l'enjeu n'est plus d'imiter une réalité absente, mais au contraire de faire surgir du réel sur la scène. Pour rendre compte de ces nouvelles formes, le schéma que je vous ai proposé ne suffit pas. Alors, je vous propose un nouveau schéma, que voici, où vous voyez que j'ai en fait rajouté une strate de réel que j'ai appelée l'espace du quotidien, parce que
ce qui est visé par ces formes, ce n'est pas la réalité du théâtre. Ça, c'était Brecht. Il ne s'agit pas de dire « nous sommes au théâtre », mais au contraire, nous sommes dans la vie, dans la vraie vie, en somme. Ce que produisent ces formes théâtrales chez le spectateur, c'est une sorte d'incertitude, une incertitude quant au statut de réalité de ce qui advient sur la scène. Est-ce que c'est de la réalité ou est-ce que c'est de la fiction ? Est-ce que c'est pour de vrai ou est-ce que c'est pour de faux ? Et si c'est pour de vrai, eh bien, jusqu'où est-ce que c'est pour de vrai ? Mais tout n'est pas si simple, évidemment. Parce que ce qui se donne pour un surgissement du réel, eh bien, il advient quand même dans un cadre. Parce que je sais que cet événement aura lieu, eh bien, j'ai peut-être réservé ma place, je suis en tout cas venue à l'heure dite, j'ai payé mon billet, et puis je sais aussi que cet événement a sans doute été travaillé à l'avance et qu'il va se rejouer plusieurs fois, peut-être pas tout à fait à l'identique, mais en tout cas selon un schéma qui a été préparé à l'avance. Et c'est ce cadre qui, au fond, instaure une séparation entre ma vie quotidienne, entre la vie quotidienne et le théâtre. Je sais, en assistant à cet événement, que je suis dans un espace autre. Et c'est la raison pour laquelle je ne réagis pas de la même manière devant cet événement que je ne le ferais s'il advenait vraiment dans ma vie quotidienne. Si une jeune femme se scarifiait devant moi dans la vie, eh bien, je crois que j'interviendrais, alors que là, je ne le fais pas parce que je sais qu'elle est dans un espace autre que le mien. De la même manière, si un acteur, pendant le spectacle, vient s'asseoir sur mes genoux, eh bien, je ne vais pas du tout réagir de la même manière que si c'est mon voisin assis à côté de moi, que par ailleurs je ne connais pas, qui venait s'asseoir sur mes genoux. Parce que même si cet acteur, en venant s'asseoir sur mes genoux, transgresse cette frontière qui normalement existe entre la scène et la salle, entre les acteurs et les spectateurs qui normalement ne se touchent pas, évidemment, eh bien, même s'il transgresse cette frontière, même s'il est collé à moi, au fond, eh bien, il reste néanmoins dans un espace différent du mien, différent de mon quotidien à moi, qui est l'espace du théâtre. Ce à quoi travaillent ces forme contemporaine, c'est à venir, au fond, perturber, à venir ébranler cette frontière entre l'espace de la représentation et l'espace du quotidien, mais à la perturber sans pour autant l'abolir. Parce que ce qui définit néanmoins la théâtralité reste cette séparation. Une séparation qui n'intervient pas forcément entre la scène et la salle, entre les regardants et les regardés, mais entre deux espaces qui sont symboliquement définis, c'est-à-dire l'espace du quotidien et l'espace de la représentation. Et sans cette séparation, il n'y a simplement pas de théâtre. On pourrait même dire que cette séparation est l'unique vraie contrainte de la théâtralité qui pourrait se définir comme un événement qui advient dans un espace commun, mais néanmoins autre, l'espace de l'autre en quelque sorte. Et c'est cette altérité qui fonde la théâtralité.